L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler de l'équipe de France de hockey de passage à Grenoble, de l'état de santé de notre agglomération en matière d'environnement et du concours Mathèse en 180 secondes avec le lauréat 2018. Et pour parler de ces sujets, je reçois Philippe Lebouteiller, vainqueur de l'édition 2018 du concours Mathèse en 180 secondes. Bonjour. Bonjour. À côté de vous, Jacques Viard, ingénieur, spécialiste de l'écologie, auteur de ce livre « État de l'environnement dans l'agglomération grenobloise ». On verra tout à l'heure si le bilan de santé est satisfaisant. Et avec nous également, Pierre Pousse, entraîneur adjoint de l'équipe de France de hockey sur glace. Bonjour. Bonjour. Je salue également Michel Zanini de Champs-sur-Drac qui a remporté cette semaine notre concours avec notre parrain, l'entrepôt du bricolage. Si vous voulez faire comme lui, il faut jouer cette semaine jusqu'à jeudi soir. Il y a 1 000 € de bons d'achat à gagner. Il suffit pour ça de répondre à la question qui vous sera posée à la fin de cette émission. Vous avez été joueur, Pierre Pousse, pendant une vingtaine d'années, à la fois en club et en équipe de France. Pourtant, vous n'avez jamais porté le maillot de Grenoble. Non, jamais, puisque moi je suis originaire de Strasbourg et je suis arrivé quand j'avais 15-16 ans à Saint-Gervais. Puis donc j'ai porté les couleurs des 3 équipes du Mont-Blanc. Puis je suis parti à Amiens, Briançon, mais jamais joué à Grenoble en tant que brûleur de loup. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui auraient aimé vous voir avec le maillot des brûleurs de loup. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire. Grenoble, vous y êtes cette semaine avec l'équipe de France. Vous êtes venu préparer une échéance importante. Oui, bien sûr. Comme chaque année, c'est le championnat du monde qui a lieu en mai, qui sera à Copenhague cette année. Et voilà, on a 1 mois pour préparer cette échéance. Et notre première semaine de stage se passe à Grenoble. Comment ça se passe justement? Le championnat s'est terminé il y a quelques jours pour les équipes en tout cas qui sont allées au bout des playoffs. Maintenant, les internationaux vont vivre quelques semaines ensemble. Voilà, et donc on n'a pas tout le monde. Les joueurs NHL ne sont pas encore là parce qu'ils finissent leur championnat. Ça dépend ceux qui font les playoffs ou pas. Il y a encore des joueurs qui jouent en Suisse, des joueurs qui jouent en Finlande. Et en tout cas, les joueurs qui jouent en France sont presque tous là, sauf les joueurs finalistes qu'on leur a laissé un peu de repos pour cette première semaine de stage. Cette équipe de France, vous la connaissez bien, ça fait plus d'une dizaine d'années que vous êtes à la tête en duo avec Dave Anderson, qui est l'entraîneur principal. C'est quoi l'objectif de ce mondial ? L'objectif, depuis qu'on est remonté dans le groupe A en 2007, on a fait notre premier championnat du monde, le groupe A en 2008. Voilà, et donc, c'est comme chaque année, il faut avant tout se maintenir. Et puis après, en fonction des résultats qu'on fait, on espère avoir le meilleur résultat possible, sachant que le meilleur résultat qu'on ait obtenu jusqu'à présent, c'est un quart de finale en 2014. L'année dernière, on n'était pas loin du quart de finale. On a gagné 4 matchs et il nous a manqué 1 point. Mais voilà, on navigue effectivement entre la 14e et la 8e place. C'est nos places. La hiérarchie mondiale, elle est dominée par les Nord-Américains en hockey sur glace? Oui, et les Russes aussi qui sont champions olympiques. Donc on va dire qu'il y a 6 nations qui dominent le hockey mondial, qui sont les Russes, les Canadiens, les nations scandinaves, les Finlandes, Suède. Il y a aussi la Tchéquie et, j'en oublie une, les États-Unis. Qu'est-ce qui manque à la France pour faire partie des grandes nations du hockey? Alors déjà, voilà, il manque des patinoires. On a des patinoires, on a beaucoup de patinoires. Mais c'est vrai que pour obtenir des habilités, pour que les jeunes joueurs puissent s'aguerrir et surtout progresser dans le hockey sur glace, il faut beaucoup de patinoires, beaucoup d'orgues de glace. Et on progresse dans la hiérarchie, mais voilà, quoi, je pense qu'on est sur la bonne voie. Après, voilà, on sait qu'on n'est pas au niveau de pratiquants comme le football, le rugby ou même le handball. Donc, c'est avant tout la masse qui fera l'élite. Alors, ça fait une dizaine d'années, en tout cas, que l'équipe de France fait partie de l'élite mondiale, même si elle ne fait pas partie des toutes meilleures équipes. Ça marche bien, championnat du monde. C'est un peu plus compliqué aux Jeux Olympiques. Là, il y a ce qu'on peut appeler un trou d'air depuis 4 Olympiades. Voilà, depuis 2002, c'est vrai que le système de qualification, il n'y a que 12 nations qui vont au mondial, aux Jeux Olympiques. Il y en a qui sont qualifiés d'office en fonction de leur classement et les autres luttent pour se qualifier. Et c'est un tournoi final où il faut finir premier.
et on a échoué plusieurs fois. On a souvent fini à la 2e place. La dernière fois, c'était pour les Jeux Olympiques là, de Pyeongchang, où on a fait le tournoi qualificatif en Norvège et on a perdu à 2 minutes de la fin. Donc voilà, c'est un peu le regret de notre mandat avec Dave. De ne pas avoir pu qualifier la France au JO, d'autant que vous connaissez bien les Jeux Olympiques en tant que joueur, vous les avez fait 2 fois. J'ai retrouvé des images des Jeux d'Albertville en 1992. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match, vous affrontiez le Canada, c'était le premier match du tournoi. Bien sûr, on venait de faire la cérémonie d'ouverture et on est monté aller faire le... Non, on a fait le match et après on a fait les cérémonies d'ouverture. Et c'est vrai que c'était une émotion parce que c'était le retour du hockey français dans l'élite. Hein. Et voilà, c'était ces Jeux Olympiques où on a fait quart de finaliste avec des victoires contre la Norvège et contre la Suisse. C'est un super souvenir et en plus, les Jeux Olympiques à la maison, c'est quelque chose de fabuleux à vivre. Alors là, contre le Canada, même si j'ai mis que les buts français, vous aviez perdu, mais 3-2, ce qui est quand même un bon résultat face à une des grosses nations françaises. On voit d'ailleurs le doublé de Stéphane Barin. Oui, Stéphane Barin. Voilà, qui l'Isérois Stéphane Barin, qui était tout jeune à l'époque et était déjà performant. C'était sa quasiment ses premières sélections. Ça a été une des révélations de ce tournoi. Et je pense aussi que la France était une révélation de ce tournoi parce que c'était des matchs extraordinaires dans la patinoire de Méribel, pleine à craquer. Et voilà, c'est des souvenirs qui restent gravés dans la mémoire. Alors, ce week-end, l'équipe de France sera en match amical à la patinoire Pôle Sud. Il n'y a pas de Grenoblois dans la sélection. Ça peut paraître étonnant ? Non, mais effectivement, on a décidé comme il y avait la finale qui se jouait, mais elle aurait peut-être même dû finir lundi si ça avait été en 7 matchs. Donc on avait décidé d'entrée de ne pas sélectionner 2 joueurs dans les 2 équipes finalistes, parce qu'il n'y a pas de Grenoblois, mais il y en a plein non plus pas de Rouennais. Et donc les joueurs qui sont dans la présélection viendront en 2e semaine à Cergy, puisque nous allons à Cergy pour cette 2e semaine de préparation. Alors, les 2 matchs auront lieu vendredi et samedi contre le Danemark. Là, on voit des images d'une précédente rencontre de l'équipe de France à Pôle Sud. Il y a un public hockey ici à Grenoble. Ça aide pour des matchs internationaux ? Bien sûr, Grenoble est une ville de hockey depuis très très longtemps. Là, ces images, c'était contre la Slovaquie. Et c'est un bassin de population important avec une très très bonne formation. L'équipe de Grenoble, cette année, est championne de France U17, championne de France U20. Et ils ont été en finale du championnat. Franchement, Grenoble est une des villes moteurs pour le hockey français. Alors, vous n'êtes pas coach de l'équipe de France féminine, mais elle existe. Et en plus, elle est en Isère également ce week-end, puisque débutent à Vaujany les championnats du monde élite pour les filles. Voilà, tout à fait. L'équipe de France qui est coachée par Grégory Tarlet. Et effectivement, ils ont commencé leur préparation le week-end qui vient de se passer. Et ils ont une grosse échéance là, avec ce mondial à Vaujany. Ça commence dimanche et ça durera toute la semaine prochaine sur la patinoire de Vaujany, qui est un des beaux équipements également en termes de patinoire en France. Dave Anderson, l'entraîneur, prend sa retraite à l'issue de ce mondial. Vous, est-ce que vous allez poursuivre avec les Bleus ? C'est en discussion. Effectivement, il y a des candidats qui ont postulé pour prendre la succession de Dave. Et voilà, les choses se mettront en place. Nous, pour l'instant, on est focalisé sur cette échéance qui est très, très importante, comme chaque année pour les hockey français. Eh bien, on suivra ça du 4 au 20 mai, le mondial, avec peut-être l'objectif de faire aussi bien qu'en 2014, avec une place en quart de finale. Pierre, je vais vous lire l'intitulé de la thèse. Je le vois sourire. De Philippe. Elle vaut le coup. Je vais être obligé de prendre mes notes. Alors, Philippe travaille sur une thèse qui s'appelle « Approche eulérienne de l'équation de Hamilton-Jacobi par une méthode Galerkin discontinue en milieu hétérogène anisotrope. Application à l'imagerie sismique ». Je ne me suis pas trompé ? Galerkin. Galerkin. Voilà, je ne connaissais pas très... C'était pas mal. Pas personnellement ce personnage. C'est fait exprès qu'on ne comprenne rien au titre de votre thèse ? Alors, c'est pas fait exprès. C'est quelque chose qui est compréhensible par peut-être, je sais pas, 100 ou 200 ans, allez, 1000 personnes dans le monde. Vous êtes gentil. Galerkin compris. Ah non, Galerkin, oui. Galerkin, c'est quelque chose d'assez répandu dans le calcul numérique, en réalité. Très bien. Oui. Donc, alors, les mots qui sont là, effectivement, ça peut faire peur, mais en réalité, j'ai essayé d'en utiliser aucun. Dans les présentations que j'ai pu faire, et notamment
présentation à ma Oui, thèse parce en que vous 180 avez secondes. remporté la semaine dernière le concours régional de ma thèse en 180 secondes. On avait d'ailleurs reçu les organisateurs avant ce concours dans cette émission. Vous pouvez nous rappeler le principe de cette épreuve ? Bien sûr. Alors le principe, c'est donc en 3 minutes, 180 secondes, d'expliquer ses travaux à un public non averti. Donc ça pourrait être à sa boulangère. Là, en l'occurrence, c'est devant un amphi de 500 personnes. Qu'on connaît qui ne sont pas des spécialistes. Qui ne sont pas des spécialistes du domaine. Non, absolument, absolument pas, non, effectivement. Donc c'est un exercice qui sort, on va dire, des standards. Je vous propose de regarder comment vous avez abordé le sujet. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, l'homme a toujours cherché à percer les mystères de l'univers. Les sociétés préhistoriques assemblaient déjà les étoiles dans le ciel pour former les constellations. Aujourd'hui, les astrophysiciens sont capables de détecter des événements se produisant à des centaines de millions d'années-lumière de chez nous. Alors par contre, pour tenter d'expliquer ce qui se passe quelques dizaines de mètres sous nos pieds, là, il y a beaucoup moins de monde. Bon, entre nous, observer l'univers, c'est facile. Il suffit d'ouvrir l'œil et de lever la tête. Mais la Terre, elle n'est pas transparente. Tant mieux, disent les Écossais, qui n'ont certainement pas envie de révéler aux kangourous les dessous de leur kilt. On peut les comprendre. Alors on peut imaginer, c'est ce qu'a fait Jules Verne dans son voyage au centre de la Terre au XIXe siècle. Un centre de la Terre peuplé de dinosaures et de champignons géants, pourquoi pas. Mais comment faire pour voir l'intérieur de la Terre ? Eh bien, j'ai une partie de la réponse, et c'est ce à quoi je m'intéresse dans ma thèse. Mesdames et messieurs, je vous présente le fabuleux voyage des ondes sismiques. Alors, si on voit faire la moue à la fin de cette séquence, c'est que normalement, il y avait quelque chose sur l'écran. Mais vous avez été servi par les problèmes techniques. Hein. Exactement, oui. Donc dans la salle, le projecteur est tombé en panne juste avant mon passage. Donc on a un support visuel, une diapositive immobile qui nous accompagne du début à la fin. Donc on s'en sert plus ou moins. Mais effectivement, dans mon cas, c'était plutôt moins. Je ne l'avais pas. C'était plutôt moins de fait, oui. 180 secondes et pas une de plus. Hein. C'est vraiment un exercice timé. Oui. Ben, on a le chronomètre qui s'affiche à la fois pour nous et pour le public. Donc de toute façon, et puis un bip qui sonne à 0. Donc on peut finir un petit peu en avance. On ne peut pas finir en retard. Ça, c'est sûr. Alors, on l'a compris sur ce petit extrait. Là, c'est les 60 premières secondes. Il y en a 120 derrière. C'est très imagé, votre présentation. Là, on comprend beaucoup plus facilement de quoi vous parlez qu'avec le titre de la thèse. Cet exercice de vulgarisation, il a été simple pour vous ? Comment vous l'avez abordé ? En fait, j'avais déjà eu l'occasion, alors moi je suis en 3e année de thèse, quand on commence une thèse, on a quand même assez régulièrement l'occasion d'en parler avec nos proches, avec notre famille, et effectivement avec beaucoup de gens, enfin dans mon entourage, j'avais personne a priori qui connaissait Galerkin, Galerkin par exemple, voilà, ou Hamilton et Jacobi. Donc c'est un exercice auquel on est confronté déjà naturellement. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant qu'on fait ce travail-là et parce que l'objectif c'est de rendre les choses compréhensibles et accessibles, mais c'est aussi intéressantes et attrayantes. Parce qu'un objectif aussi, c'est de donner envie. De donner envie à des gens dans le public aussi de comprendre les sciences, de comprendre le monde. Et ça donc c'est important aussi. On ne fait pas forcément ce travail-là à la base. On a beaucoup l'habitude de parler de nos travaux à des gens du domaine, dans la communauté, avec les termes techniques qui sont dans le titre de ma thèse, par exemple. Mais c'est vrai que là, c'est un exercice complètement différent. Et donc ça prend un petit peu de temps au début, évidemment, pour trouver les images, trouver la façon, effectivement, dont on va construire le discours. Et puis ensuite, il faut tester. Vous avez été coaché, voilà des séances d'entraînement organisées par l'université pour préparer ce concours. Oui, on a été coaché par un comédien, Ludovic Lecordier. On a eu des séances de coaching en groupe, donc on avait l'occasion de passer les uns devant les autres et devant la caméra pour le travail. Et donc ça, effectivement, ça permet aussi de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on doit se poser comme question en préparant le discours? Et puis ensuite, quand on passe, qu'est-ce que ça fait? Même si là, c'était devant 25 personnes, c'est pas tout à fait la même chose que dans un amphi de 500 places. Mais voilà, comment on se sent et comment on fait pour oser aller expliquer ce qu'on a préparé comme ça dans son coin, dans sa chambre, devant les autres. Donc ça, on a la chance d'avoir effectivement une très bonne formation pour ça. Et puis à force de répétition, à force d'entraînement, au bout d'un moment, on peut travailler en fait autre chose. C'est-à-dire
une fois qu'on a appris à franchir le pas, à oser se mettre en avant, ensuite on peut commencer à travailler le lien avec le public et vraiment la communication orale. Alors moi qui ai écouté les 3 minutes en intégralité, j'ai compris que vous travaillez sur ce qui se trouve sous nos pieds avec un système d'ondes. Vous arrivez à détecter les différentes couches de l'écorce terrestre. Vous faites ces études-là au sein d'un laboratoire grenoblois. Oui, alors au sein de l'Institut des sciences de la Terre, ISTER, donc qui est situé sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Alors c'est un laboratoire de sciences de la Terre assez large, c'est-à-dire que dans ce laboratoire-là, il y a des gens qui travaillent donc en géophysique, en sismologie, des gens qui s'intéressent au séisme, des gens qui s'intéressent aux volcans. Il y a des géologues qui s'intéressent à la structure de la Terre, la formation des montagnes par exemple. Il y a aussi des chimistes, des gens qui font de la minéralogie, qui s'intéressent aux roches. Donc c'est vraiment un spectre assez large de sciences de la Terre. Alors, les tremblements de terre, c'est un sujet aussi que tout le monde peut comprendre, qui intéresse, qui peut même faire peur. Est-ce que Grenoble est particulièrement exposé à ce risque ? Alors Grenoble est exposé effectivement puisque on est situé dans une région montagneuse et l'ensemble de la chaîne des Alpes est exposé puisqu'en réalité c'est la confrontation entre deux plaques qui se rentrent dedans et donc la formation de la chaîne des Alpes est encore en cours et donc ça peut générer des séismes. Et Jacques, vous consacrez un chapitre de votre livre aux risques naturels sur l'agglomération grenobloise et pour vous, les tremblements de terre font partie des risques majeurs. Oui, absolument. C'est même un risque qui a été réévalué, puisqu'avant on était à 3 sur une échelle de 5, maintenant on est passé à 4. Donc la probabilité d'un séisme est tout à fait là, et là les scientifiques sont très clairs en termes de risques possibles. Alors maintenant, ce n'est pas le seul, parce que historiquement, on a le risque inondation. Parce que Grenoble... On est bien lotis. Voilà, on a eu la mauvaise idée de s'installer sur une zone quelque part potentiellement inondable, avec le Drac, avec l'Isère. Et on a des cours d'eau, donc de torrents de montagne, etc. Donc voilà, en fait, une dizaine de risques à peu près sont répertoriés dans cet ouvrage. Bon, c'est l'avantage d'avoir une ville au milieu des montagnes. Il y a aussi quelques inconvénients. Là, on voit des images qui datent de 1962 à Corançon-Vercors, donc pas très loin de Grenoble, où un tremblement de terre avait quand même impacté le village. Tout à fait. Et pas loin de chez nous, en fait, tout le monde connaît là, les fameuses ruines de Séchlienne, où la montagne se délite, etc., où il y a eu de très gros travaux préventifs, pour le coup, pour garantir l'écoulement donc, des eaux, et ensuite, en cas de rupture ou en cas de barrage, pouvoir avoir des routes de déviation. En tout cas, grâce à la thèse de Philippe, bientôt, on pourra savoir exactement ce qu'on a sous nos pieds et comment éventuellement prévenir des futurs tremblements de terre. Votre mission n'est pas terminée, Philippe. Là, vous êtes remporté la finale régionale et vous allez partir à Paris dès la fin de semaine. Je pars à Paris demain pour la demi-finale nationale qui aura lieu vendredi. Et à l'issue de cette demi-finale, 16 candidats seront sélectionnés pour la finale nationale qui aura lieu à Toulouse en juin. On espère que vous ferez partie des 16 finalistes et pourquoi merci. pas faire mieux qu'un quart de finale également. Comme ça, vous pourrez rivaliser avec l'équipe de France. Également. Et puis, je précise, pour ceux qui veulent découvrir l'intégralité des présentations, il y avait 16 candidats aussi à Grenoble, que cette soirée, ce concours sera rediffusé sur notre antenne ce samedi 7 avril à 21h et dimanche 8 avril à 16h. Voilà. Jacques, vous aussi, vous avez soutenu une thèse il y a quelques années, quelques décennies. Années maintenant, oui, une trentaine d'années peut-être, un peu plus. Vous vous souvenez de l'intitulé de votre thèse à l'époque ? Elle était plus simple quand même, parce qu'elle portait sur la déforestation de l'Himalaya, et c'était donc un travail à l'échelle d'un village donc népalais. Alors vous êtes un scientifique, un spécialiste de l'écologie. Vous avez sorti il y a quelques semaines ce livre qui analyse l'environnement de notre agglomération. Ingénieur en agriculture, docteur en écologie, vous êtes aussi conseiller municipal dans l'équipe d'Éric Piolle, en charge notamment des déplacements. Alors, est-ce que c'est une approche scientifique ou une approche militante, ce livre ? C'est les deux. Honnêtement, c'est les deux, parce que ce livre est basé sur un maximum de faits, de chiffres. Et à la fin de chaque chapitre, il y a une bibliographie très large qui cite les sources et les références. Donc je crois qu'en termes de méthode, j'espère que c'est vraiment quelque chose de très rigoureux. Et c'est quelque chose, effectivement, de militant au sens d'engagé, effectivement, parce que je pense que l'amélioration de notre environnement, c'est notre affaire à tous.
Voilà, chacun d'entre nous. Et quelque part, par rapport à l'état des lieux, par rapport aux politiques en cours, eh bien, je vais de l'avant et j'explique comment on pourrait absolument être encore davantage gagnant sur tel ou tel domaine environnemental. Et j'y crois et je pense que vraiment, allons-y. Alors, on est passé tous en revue ces domaines environnementaux. C'est vrai que quand on parle environnement, Grenoble, c'est souvent la pollution qui vient en premier. Hein. C'est vrai, historiquement. En fait, quelque part, c'est un peu ingrat parce qu'en fait, il faut savoir que justement, les travaux sur la pollution de l'air ont été assez historiques à Grenoble, alors qu'ils se faisaient beaucoup moins ailleurs en France. En fait, on a été une ville un peu pionnière en matière scientifique sur le sujet. Et après, ça fait une mauvaise réputation à Grenoble. C'est assez ingrat. Mais en termes de hiérarchie par rapport à d'autres villes de taille similaire, finalement, les problèmes se retrouvent finalement. Notre ville n'est pas plus ni moins polluée qu'ailleurs, ce qui n'empêche pas qu'il faut s'attaquer aux problèmes de pollution. Voilà, ça c'est très clair. D'une part, la pollution émise par les véhicules automobiles, donc les oxydes d'azote, mais également la pollution émise par le chauffage au bois domestique non performant, ce qu'on appelle les poussières fines. Il y a d'autres secteurs que vous avez identifiés qui sont alarmants pour le bassin grenoblois Différents secteurs. Alors, alarmants, la question des déchets. Même si notre agglomération a fait beaucoup et fait encore beaucoup, c'est très clair. Moi, je suis convaincu, et avec d'autres personnes vraiment militantes, etc., qu'on peut aller vers le zéro déchet, qu'on peut être totalement dans la prévention de la production de déchets et que les produits un peu abîmés, périmés, etc., peuvent être quelque part donc réparés, démontés. On peut revenir aux constituants primaires, repartir dans une nouvelle phase de production, par exemple. Le zéro déchet, vous le situez à l'horizon 2030. C'est pas une utopie C'est même une intense obligation. Non, ce n'est pas une utopie. On sait que c'est absolument possible. On sait qu'on peut donc produire, selon des techniques, comme on dit, d'éco-conception, hein, produire des objets, des automobiles, enfin des biens d'équipement de manière générale, et que ces biens-là, il faut absolument qu'on les produise pour pouvoir les démonter. D'abord, premièrement, pour les réparer. Voilà, hein, et repartir dans des cycles d'utilisation, les revendre à d'autres, etc., etc. Mais ensuite, en fin de vie, absolument revenir aux composants primaires et repartir dans de la production de manière à justement à limiter la pression sur nos ressources naturelles, qu'elles soient en France ou de manière générale dans le monde. Une des autres préconisations que vous développez dans ce livre, c'est de faire revenir la nature en ville. Alors c'est une belle idée, mais c'est pas forcément très simple à mettre en place. Oui, c'est vrai que c'est pas très simple parce que voilà, notre ville, notre agglomération, c'est un héritage, c'est une histoire urbaine qui s'est donc écrite en plusieurs décennies. Et nous, on est convaincus que par rapport aux enjeux climatiques, il faut absolument revoir différemment la ville. C'est un peu notre slogan, la ville de demain. Et à ce titre, la ville de demain, ça sera une ville, on est convaincu, intensément végétalisée, beaucoup plus perméable en termes de gestion des eaux pluviales, des eaux d'orage. Une ville qui respire et une ville, quelque part, où les gens ont envie même de rester, de travailler, de prendre leur retraite à Grenoble plutôt que d'aller donc dans un sud mythique ou en périphérie de l'agglomération et que ça génère des transports. Nous, on est convaincus que la nature en ville peut fixer les habitants et redonner du plaisir et du bonheur de ville. Alors, est-ce qu'il y a des points positifs dans l'étude que vous avez menée? Vous partiez en se disant là, ça va être compliqué, et puis finalement, vous avez découvert avec le travail scientifique que vous avez mené que c'était pas pire qu'ailleurs, voire meilleur. En tout cas, un très bel atout de notre agglomération, c'est la ressource en eau. On a une eau potable de qualité exceptionnelle pour 80% de la production, de la distribution. Une eau de source, enfin non traitée, pure. Et ça, c'est absolument formidable. Et on a également un système d'assainissement en matière de traitement des eaux usées qui est extrêmement performant et qui s'est encore beaucoup amélioré ces dernières années. On est à un niveau maintenant de traitement épuratoire de l'ordre de 85%. Et on sait en plus qu'on a encore possibilité de gagner encore de nouveaux points en termes de performance épuratoire. Ça c'est superbe. Je crois qu'on peut même, selon vos conseils, pêcher et manger les poissons dans l'Isère. Un dernier point, parce qu'on en parle aussi de temps en temps dans l'actualité, les ondes électromagnétiques. Il y a des habitants, des collectifs qui sont souvent très inquiets là-dessus. On ne sait pas grand-chose. Vous-même, vous avez été surpris en travaillant sur le sujet? Oui, tout à fait. C'est vraiment un chapitre que j'ai abordé personnellement avec une certaine inquiétude.
par rapport à tout ce qu'on entend et par rapport à toute la mobilisation. Et j'ai beaucoup lu sur le sujet, j'ai beaucoup documenté le chapitre sur le sujet, et j'ai eu du mal à l'écrire, j'ai dû le réécrire à 3 reprises. Parce que je l'ai présenté à différents relecteurs qui ont trouvé parfois que j'étais trop pessimiste, à l'inverse parfois trop optimiste. Et finalement, voilà, ça c'est la 3e rédaction dans ce livre. Et quelque part, je suis un peu plus rassuré en finale de la sortie de ce livre. Par contre, effectivement, il y a quand même une vigilance forte à avoir donc sur le téléphone portable, c'est très clair. Hein, où là, il y a pourtant comme des études qui sont plutôt, je dirais, rassurantes, officielles, françaises, européennes, voire internationales. Pour autant, il y a une étude de fond qui est engagée notamment par la Grande-Bretagne avec les pays scandinaves sur 30 ans pour justement voir s'il n'y a pas des effets différés qu'aujourd'hui on est incapable en tout cas d'observer, en tout cas selon la littérature scientifique qui a été collectée. Bon, ce sera peut-être l'objet d'un tome 2, Jacques. Voilà. En tout cas, le tome 1, il est sorti, il est là. On peut le retrouver aux éditions Campus Ouvert. Si vous voulez vous intéresser à notre agglomération, c'est moins compliqué qu'une thèse, mais c'est très bien documenté. Merci en tout cas à tous les 3 d'être venus sur ce plateau. Nous, on se retrouve demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.